Ok, j'ai pas fait de podcast la semaine passée, c'est une honte. Donc, on se reprend avec un bel épisode aujourd'hui puisqu'on va parler de lecture. Je vais notamment te montrer que la manière de lire qu'on connaît, traditionnelle, que tout le monde emploie, la majorité des gens emploient, rend stupide. Et je le dis pas pour l'accroche, pour te conserver ton attention, du moins pas seulement, mais parce que c'est vraiment un truc qui a profondément changé la manière dont j'apprends et qui a vraiment eu un impact énorme dans ma vie. Je crois que ça doit être une des choses, une des top 3 qui a le plus changé ma vie. C'est un petit peu galvaudé de dire ça, mais c'est fondamentalement vrai. Et donc je me suis rendu compte qu'il y a il y a deux types de personnes. Alors, tu vois de plus en plus sur le web des gens qui disent que lire c'est inutile, qui passent très peu de temps à lire, qui tirent pas de vrais bénéfices de la lecture, que c'est la pratique qui les fait progresser, qui développe les compétences. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont capables de tirer une vraie valeur de la lecture. Et quand tu observes les milliardaires comme Munger, Buffett, que je cite souvent, Musk, et tout ça, sont des gens qui lisent énormément et qui ont cette capacité d'apprendre de la lecture elle-même. Et non, je ne parle pas de pratiquer ce que tu as lu, mais réellement d'apprendre par la lecture, sans avoir rien d'autre à faire que de lire. Et on va parler de ça aujourd'hui parce que on est toujours en train sur les mêmes refrains sur le web, genre pour apprendre, il faut pratiquer. Si tu pratiques pas, tu n'apprends pas. Et en fait, le monde n'est pas aussi noir ou blanc. Et l'entrepreneur, par défaut, a un biais dirigé vers l'action, ce qui n'est pas totalement une mauvaise chose, mais il faut pas oublier que tout ne se résout pas par l'action. Souvent, enfin, tu regardes ce qui produit des résultats, c'est aussi ce qui les détruit. Donc l'action, il y a beaucoup de choses, c'est que tu commences à faire une chose, puis ensuite tu détruis ce que tu as fait et tu recommences. Donc il y a des phases de destruction et des phases de construction. Donc l'action n'est pas que positive, et la lecture sert justement à éviter la destruction. Parce que finalement, avancer, pour obtenir ce que tu veux dans la vie, c'est pas tant de faire les bonnes choses que d'éviter de faire les mauvaises. D'accord? Imagine deux petits garçons qui sont en train de construire un château de sable, et il y en a un qui construit et l'autre qui le détruit. D'accord? Donc ces deux petits garçons, c'est les deux parties de toi, et il y en a un qui détruit et un qui construit. Si tu pourrais très bien dire, il faut que je passe plus à l'action, donc le petit garçon qui construit, il va se mettre à construire plus vite. L'autre qui détruit tout, il détruit toujours de toute façon plus vite que celui qui construit. Et donc c'est plus une question de supprimer des mauvaises actions plutôt que de rajouter des bonnes. D'accord? Si tu veux un peu te remettre en santé, il y a d'un côté tu veux faire du fitness, mais si de l'autre côté tous les jours tu vas au McDo, t'as meilleur temps d'arrêter d'aller au McDo plutôt que d'augmenter la quantité de brocolis que tu avales et d'heures de sport que tu fais. Évidemment. Bref, donc lire, je vais te parler de développer ta sagesse, et pour ça on va commencer. Je vais commencer peut-être par faire. Alors, je donne un petit framework. Encore une fois, c'est pas aussi noir ou blanc, mais quand tu lis, il y a finalement deux types de conseils, deux types d'idées que tu peux extraire d'une lecture. Et celle qu'on connaît, c'est les conseils actionnables. Fais X puis Y et enfin Z. Et donc, pour un entrepreneur, toute la valeur, elle est là. C'est vraiment dans l'application des choses qui fait que tu auras des résultats. Nan. Pour moi, bon, ça semble un petit peu bizarre, mais ce type de conseils ont fondamentalement une valeur assez faible. Et je vais oser faire quelque chose d'impensable en ce moment sur le web. Je vais taper un petit peu sur Alex Hormozy. Moi, j'aime beaucoup ce que Alex Hormozy fait. C'est un bien meilleur entrepreneur que moi, que toi, probablement. Malgré tout, les deux livres qu'il a créés, la plupart de ses contenus, je ne trouve pas forcément beaucoup de valeur dedans. Je vais développer le truc, je vais pas me contenter de faire le hater. Encore une fois, ça m'a apporté deux, trois choses, mais je trouve pas que son contenu, c'est le contenu le plus intéressant pour les entrepreneurs. Donc, je sais pas si tu as déjà vu ce petit dessin. J'ai écrit un article sur ce que je suis en train de te dire. Là, il y a le dessin sur le site. C'est un tutoriel pour dessiner un hibou. Donc, je te dis, tu traces un cercle pour la tête, tu traces un cercle pour le corps, et ensuite tu ajoutes les détails. Donc, tous les contenus auto, tu vois, comment faire X, basiquement, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, les compétences sont trop complexes pour être transmises en théorie. Je peux t'expliquer ce que je fais, mais finalement, moi-même, est-ce que je sais vraiment ce que je fais? Il y a des choses qui sont devenues tellement automatiques que je me rends pas compte que c'est difficile pour les autres et que c'est facile pour moi.
D'accord? Donc, quand tu discutes avec un expert, tu lui dis, OK, explique-moi ça. Il va te donner des étapes relativement basiques qui ont l'air simples. Et puis, dès que tu veux appliquer ça tu veux appliquer concrètement ces étapes, tu te rends compte qu'il te manque des parties. Ouais, mais attends, mais dans ce cas de figure, là, ça s'applique pas. Ah ouais, puis il y a ce truc. Ah ouais, puis finalement, je dois faire ça avant. Ah ouais, puis tu vois. Et donc, du coup, quand tu reviens vers l'expert et tu dis, OK, mais dans ce cas de figure, comment tu fais? Ah oui, alors je ferais ça, mais plutôt ça dans ce sens-là, et sauf s'il y a ça. Et donc, s'il y a ça, j'irais plutôt en train de faire, je ferais plutôt ça. Et puis, donc, du coup, tu as des si, des mais, des et dans tous les sens. Et donc, c'est compliqué parce que c'est vraiment du cas par cas, c'est très tactique. Et donc, la tactique n'est pas vraiment transférable par la théorie. Là, la tactique, elle se transfère par l'imitation, par l'observation et par l'implémentation. Donc, je regarde quelqu'un faire, je copie, j'expérimente par moi-même, je fais des erreurs et j'ai un feedback de ces erreurs. Si j'ai un feedback d'un expert qui l'a déjà fait, ça accélère considérablement l'acquisition d'une compétence. Donc ça, c'est le premier type d'information. Et là, son utilité, hein, je dis pas, moi je consomme et j'ai extrait des frameworks, notamment de Alex Hormozy que j'utilise aujourd'hui comme beaucoup de monde. Mais c'est pas ce type d'information qui m'intéresse le plus, parce que quand je fais de la lecture, d'ailleurs Alex Hormozy lit très peu parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est quelqu'un de très tactique. Après il y a d'autres sources pour se former, mais il y a des conseils. Il y a un deuxième type de conseil, un deuxième type d'idée qui pour moi a bien plus de valeur que les conseils pratiques. Et on va en parler tout de suite. C'est vraiment un type de connaissance qui ne requiert aucune pratique pour être acquis. D'accord? Ou alors, du moins, le fait de lire et de réfléchir, hein, parce que si tu lis sans réfléchir, basiquement, je peux pas grand chose pour toi, mais le fait de lire la pratique en elle-même, c'est la lecture. D'accord? Voilà. Donc ça paraît bizarre parce que c'est pas un truc que tu as l'habitude d'entendre, parce qu'on a tendance à dire que lire machin, ça sert à rien. Bref. Voilà, donc sans plus de mystère, voilà le deuxième type d'information qui est pour moi l'élément. C'est vraiment ce que je vais te dire là. Reste avec moi parce que peut-être tu as déjà entendu ce mot, j'en parle souvent, mais je vais t'expliquer comment l'intégrer concrètement. Tu verras que la manière dont tu vas lire et apprendre va être complètement chamboulée. C'est une promesse que je te fais, à moins que tu aies déjà fait ce shift, mais les gens que je croise qui ont implémenté ça, je peux les compter sur les doigts d'une main. Donc, et d'ailleurs, un d'entre eux, c'est Munger. Mais bref, enfin, si je compte que les gens que j'ai rencontrés, je sais même pas si je saurais t'en citer 3. Bref. Donc, sans plus de mystère, comme je disais, le deuxième type, c'est les paradigmes. Donc, on a d'un côté les méthodes, les actions, et de l'autre côté, on a les paradigmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un paradigme? Rapidement, c'est comme une paire de lunettes que tu mets, et cette paire de lunettes, elle te fait voir le monde d'une certaine manière. Donc, elle peut être plus ou moins, la fonction de la paire de lunettes, elle peut plus ou moins fausser, parce que, évidemment, on voit pas le monde tel qu'il est, on le perçoit d'une certaine manière, on l'interprète, d'accord? On le perçoit et on l'interprète. Et donc, cette interprétation va influencer tout le reste. Je vais donner des exemples, un petit peu piquants. Donc, on a les woke, d'accord? Qui considère toute personne en désaccord comme un oppresseur. Ok, donc ça c'est assez facile. Je suis la victime. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que basiquement t'es raciste, t'es un connard. Voilà. Et donc ils se sentent offensés. Donc tout ce qu'ils voient dans le monde, chaque action, ils l'interprètent sous ce prisme de ok, ce qu'il fait là, ça m'offense, et donc c'est un oppresseur, et donc c'est une mauvaise personne. Et donc c'est ce qu'on appelle une idéologie, hein, basiquement. Un paradigme qui est extrêmement nocif. Moi, je trouve ça cancérigène. Hein, je pense que je suis pas le seul. Et voilà. Bref. Donc, il faut ignorer absolument ces gens. Faut pas s'énerver contre eux. Faut juste. Moi, je suis assez d'envie de les exclure de la société jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun avantage pour eux à se considérer comme woke, comme moralement supérieur. Parce que d'ailleurs, plus les gens se considèrent comme moralement supérieurs, plus ils ont un problème de morale en principe. Et donc, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire des choses au nom de la morale, et donc c'est justement ce qui provoque des comportements terribles. Donc tu vois, un simple paradigme, il suffit d'observer des radicaux, tu vois, des woke, tu peux parler aussi des complotistes. Tu vois, le complotiste, pour lui, l'État, c'est l'ennemi corrompu. Et donc, il va observer ce prisme selon ses idées. Alors peut-être qu'il a des idées justes, mais le problème, c'est qu'il a une vision qui est extrêmement tordue, parce que tu lui présentes une étude scientifique qui prouve que, par exemple, les ondes électromagnétiques, c'est mauvais pour la santé. Voilà, je t'avais dit. Tu montres une étude qui montre que c'est, parce que des études qui se contredisent, hein, tu montres une étude qui démontre que c'est inoffensif.
Non, ça c'est une étude qui a été financée par le gouvernement. Tu vois, donc il va avoir par défaut cette réflexion, mais il y a un raccourci, genre, ok, est-ce que tu as vérifié? Est-ce que peut-être que l'étude qui va dans ton sens, peut-être elle est biaisée parce que ils ont pris, c'est des gens qui voulaient montrer justement ça et donc du coup par définition ils ont biaisé l'étude. Et puis celle peut-être qui démontre que c'est inoffensif, peut-être que finalement, est-ce qu'elle a vraiment été financée par le gouvernement, machin et tout. Donc avant de sauter aux conclusions, tu dois vérifier. Mais celui qui a vraiment ce paradigme de non, forcément c'est l'État, j'en suis sûr, j'ai assez de preuves, donc c'est bon, je peux affirmer ça sans avoir besoin de faire le travail derrière. Donc tu vois, c'est ce qu'on appelle des heuristiques, on saute aux conclusions, et les paradigmes font qu'on a ce mode de fonctionnement, genre on interprète la réalité par rapport à nos croyances actuelles, d'accord? Je t'apprends rien. Mais c'est juste pour te montrer à quel point c'est puissant. Et donc, tu vois, si tu as ce paradigme, le paradigme de l'entrepreneur aussi, hein, d'accord, un entrepreneur, pour lui, c'est un problème, c'est une opportunité. Donc, on voit la plupart des gens qui se victimisent, qui se responsabilisent pas, qui sont là, j'ai des problèmes dans ma vie. Yes, putain, si tu résous ce problème, tu peux monétiser ça, tu peux gagner ta vie avec ça, tu peux gagner ta liberté. Alors que le mindset du salarié, lui, c'est, il faut surtout pas faire plus. Alors, c'est pas tous les salariés, hein. Faut surtout pas faire plus que ce pourquoi tu es payé. Parce que sinon tu te fais voler. Parce que l'entreprise, elle veut profiter de toi, donc forcément, t'es dans le machin. Bref. Tu vois, c'est encore une fois, soit des paradigmes, sont des croyances, sont des manières de concevoir le monde. Ok. Voilà, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. C'est juste pour t'illustrer le truc. On va peut-être rentrer un peu plus maintenant dans les détails, ça va devenir un peu plus croustillant. Donc, on a Donella Meadows, je sais pas comment tu prononces Meadows, qui est une des plus grandes expertes des systèmes complexes, hein, d'accord, la théorie des systèmes. Donc on explique les causes à effets multiples. Donc tu vois, l'effet papillon par exemple, c'est un effet boule de neige. Et donc la théorie des systèmes permet d'étudier ce genre de choses. Ça permet de synthétiser toutes les forces à l'œuvre et de comprendre, d'anticiper ce qui va se passer. C'est notamment l'approche de beaucoup d'investisseurs à succès comme tu vois encore Munger, c'est un de mes mentors, donc je le cite régulièrement. Donc, bref, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais en gros, selon elle, il existe des points de levier qui permettent de modifier l'efficacité d'un système. Donc, ton business, c'est un système, par exemple, et quand, par exemple, tu embauches un consultant comme moi, ce que tu attends de lui, c'est qu'il appuie sur un de ces leviers. Ah tiens, là, il y a un levier inexploité. Là, l'acquisition, on peut tripler l'acquisition. Là, on peut doubler tes conversions. Tu vois, donc il va faire sa petite magie, et du coup, t'as ton business qui va peut-être doubler, tripler en efficacité, et donc du coup, en profit finalement, c'est ça, tu veux dégager du profit supplémentaire, de la croissance. Et donc, il y a différents types de systèmes. Alors, je vais rentrer un petit peu plus technique. Je vais pas aller dans le détail parce que c'est quelque chose d'assez geek. C'est juste pour que tu comprennes dans les grandes lignes. Donc, elle a listé les points de levier du moins efficace au plus efficace. Donc, ça veut dire que quand tu interviens dans le système, plus donc, je vais dire, le premier niveau, donc c'est les constantes, les paramètres, les nombres. Je vais pas trop entrer dans les détails, c'est un peu geek encore une fois, mais en gros, ça c'est le niveau qui a le moins d'impact, d'accord? Ensuite, on a les tailles des tampons, stabilisateurs de stock, rapport à leur flux. Ensuite, on a structure des stocks, flux et nœuds d'intersection. J'ai dit que c'était geek. Hein. Ensuite, on a en quatrième position temps de retard par rapport au taux de changement du système. D'accord? On va genre par exemple un cycle de paiement. Genre tu livres ton service aujourd'hui, t'es payé dans 30 jours, t'as un retard de 30 jours sur le flux, d'accord? Ensuite, on a force des boucles de rétroaction négative par rapport aux impacts qu'elles tentent de corriger. Ça, c'est passionnant. Gain autour des boucles de rétroaction positive majeure, structure des flux d'informations, règles du système. Point 9, pouvoir d'ajouter, changer, évoluer ou auto-organiser la structure du système. Là, on est vraiment déjà sur du gros levier. 10, objectifs du système. D'accord, c'est quoi tes objectifs business, tout simplement 10, 20, 30 cas par mois, etc. Donc, en fonction des objectifs que tu fixes, tu as une intervention sur le système qui est relativement élevée. Et enfin, on a les deux derniers niveaux qui nous intéressent. Le 11e, paradigme duquel le système émerge. Par exemple, je veux devenir entrepreneur parce que je suis convaincu que je peux gagner ma liberté avec l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas ce paradigme-là, je peux te donner toutes les méthodes pour gagner ta vie sur Internet. Aucune ne t'intéressera parce que tu partiras du principe que c'est pas possible. D'accord ? Donc, tu vois ce que je veux dire ? Donc, basiquement, si je te donne le livre de Alex Hormozy, si tu crois pas du tout à l'entrepreneuriat, il n'aura aucune valeur pour toi.
Tu vois pourquoi le paradigme est plus important que la méthode. Et enfin, le dernier niveau, c'est le pouvoir de transcender les paradigmes. Parce que, tu vois, encore une fois, tu prends un woke ou un radical, ou peu importe, un extrémiste qui est dans sa bulle, ou même n'importe qui, mais je prends les exemples extrêmes pour que ça soit pédagogiquement clair. Donc, pédagogique. Donc, on va... en gros, tu vois, tu as merde, non, je perds le film avec mes conneries. Donc, il est dans son idéologie et il s'identifie à son idéologie. Tu vois, je suis X, je suis Y, je crois en Z. Et là, tu t'identifies à tes croyances. Tu as l'impression d'être tes croyances. Alors que quand tu transcendes les paradigmes, tu prends du recul et tu dis, ok, c'est juste une paire de lunettes. Je suis pas ma paire de lunettes. Je suis pas mes croyances. Je suis pas mes pensées. Je peux les interchanger. Je dis, ah ben tiens, si je pense que l'entrepreneuriat c'est de la merde, je pourrais essayer de vivre cette expérience pendant 2 semaines, voir ce que ça fait. Après, tu vois, tu peux tester différents paramètres, différents paradigmes, pardon. Tu peux les tester et voir comment ça influence ta manière de percevoir le monde et par conséquent tes émotions et donc tes comportements. Voilà. Donc, tu vois, les concepts, par exemple, d'Alex Hormozy, eux, touchent les niveaux entre 1 et 9. Donc, jusqu'au pouvoir d'ajouter et changer. Donc, on est tous sur la structuration du système, l'intervention. Je dis pas que c'est des choses qui sont pas importantes. C'est juste que ça a moins d'impact que les paradigmes, qui eux agissent du niveau 1 à 12. Vu que tu changes le paradigme, tu changes tout le système. Et ce qui est super intéressant, tu vois, c'est que tu peux, un paradigme, ça peut être changé en une fraction de seconde. Je vais revenir dans un instant. Je vais quand même, juste avant, peut-être rendre justice à notre ami Alex, que beaucoup de monde apprécie. Si tu prends dans son bouquin 100 Million Dollar Offer, il transmet quand même 4 paradigmes intéressants. Il n'y a pas que de la tactique. Donc, je l'ai cité, hein, donc premier paradigme, on a vendre la valeur ou le prix, d'accord? Les gens achètent basé sur la valeur ou le prix. Et donc, si tu peux maximiser la valeur, mais tu peux pas minimiser le prix indéfiniment. Il y a rien en dessous de 0, d'accord? Tu vas pas commencer à payer tes clients pour qu'ils prennent tes produits. Par contre, la valeur, tu peux en ajouter toujours plus. Il n'y a pas de plafond à la valeur que tu peux rajouter à ce que tu fais. Et donc, du coup, de ça, il a créé un framework qui s'appelle l'équation de valeur. Donc, l'équation de valeur, c'est déjà une méthode que tu comprends utile quand tu as le paradigme derrière de te focaliser sur la valeur, qui est au centre d'ailleurs de son positionnement. Hein. D'ailleurs, Alex Hormozy est en grande partie connu justement pour ce paradigme de la valeur avant le marketing. Ok ? Et on voit maintenant qu'il y a tout le marché qui est en train de shifter. Tu vois, de plus en plus de monde, tout le monde parle de Hormozy. La valeur. Moi, je répétais ça depuis 10 ans, mais j'avais pas le charisme ni l'autorité de Hormozy de dire que la valeur est plus importante que le produit. On me disait non, la valeur est plus importante que le marketing. Non, mais si tu peux avoir le meilleur produit du monde, s'il est pas bien marketé, personne ne le verra. Ça, c'était un peu cet exemple à la con. Alors qu'en fait, la valeur égale le trafic finalement. Bref. Parce que les gens confondent valeur et qualité. Donc ça, c'est le premier paradigme qui fait que, tu vois, Hormozy, finalement, il a gagné en autorité parce qu'il y a ce paradigme qui se répand et maintenant, on peut voir il y a beaucoup de, enfin, je veux dire, il y a l'avant et l'après Hormozy. Avant Hormozy, t'as tout le monde qui était en mode marketing et qui te vendait des produits vraiment de mauvaise qualité. Et là, depuis qu'Hormozy est arrivé, et je l'avais prédit, hein, on voit la qualité des produits, des infoproduits qui augmente drastiquement. On voit qu'il y a vraiment des produits qui émergent, qui sont de grosse qualité, qui fournissent des résultats, parce que les gens de Hormozy, en leur changeant leur paradigme valeur versus marketing, il a fait que le comportement des gens a changé. D'accord? Tu vois l'impact là? Tu prends un peu de recul. Maintenant je crois en ce truc. Ok, je vais faire un peu moins de marketing, mais je vais mettre beaucoup plus d'efforts pour créer un putain de service ou de produit qui délivre sa race. Parce que t'as un nouveau paradigme, parce que t'as quelqu'un d'une autorité supérieure, parce que l'autorité c'est très puissant. Finalement, l'autorité, il te contamine de ces paradigmes. C'est pour ça que tu veux être entouré de personnes qui ont une autre vision du monde, parce que tu vas être naturellement contaminé par cette vision du monde, par leur paradigme. Bien que le fait de les transcender, ça permet justement d'avoir conscience de ton conditionnement. C'est pas toujours évident. Et bref, et donc, vendre la valeur ou le prix, c'est le premier paradigme de Alex. Le deuxième, c'est le cercle vertueux et vicieux des prix. Donc, tu vois, si tu baisses ton tarif, tu peux pas aller plus bas que terre, alors que monter tes tarifs, tu peux le faire indéfiniment pour autant que tu délivres plus de valeur. C'est connecté avec le premier paradigme. Ensuite, mon préféré, c'est la danse de l'offre et de la demande.
D'accord, je vais pas trop développer, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais sinon il y a son bouquin. Et puis le dernier, c'est l'inversion des risques, qui est bien connu des marketeurs, mais qui était remis aussi en avant. Voilà. Donc si tu intègres ces 4 idées, tu as déjà absorbé le 80% de la valeur de son livre. Pour moi, ces 4 idées ont bien plus de valeur que comment faire. Le comment, c'est juste la tactique qui évolue, qui peut changer, qui change régulièrement. Bon, alors on est quand même sur la tactique relativement stable pour le coup, mais si tu comprends les principes, tu peux évoluer avec le monde parce que tu vois, genre maintenant tout le monde commence à proposer des garanties 100% satisfait remboursé, 200% satisfait remboursé, travailler à la performance. Donc le standard augmente. C'est ce qui était un avantage devient un prérequis. C'est ça qui est difficile en business, d'accord. Voilà. Donc maintenant à partir de là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je disais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer un paradigme en une fraction de seconde, d'accord. Alors que les autres niveaux, comme par exemple la structure d'un business, la manière dont le business est organisé, tes stratégies, demandent beaucoup plus de travail. La mauvaise nouvelle, c'est qu'un paradigme, il est invisible jusqu'à ce que tu l'aies expérimenté. C'est une petite parabole que j'aime bien pour illustrer ça. C'est un poisson âgé qui croise un poisson plus jeune et qui lui dit « l'eau, elle est bonne aujourd'hui ». Et le jeune, il le regarde et dit « l'eau ?» Tu vois. Parce que le vieux poisson, lui, il est déjà sorti d'eau. Il a expérimenté l'air. Il a expérimenté, je sais pas, peut-être pour une X raison, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Donc, il a pu, par contraste, comprendre le paradigme de l'eau et le paradigme de l'air. Et donc, quand il revient dans l'eau, il comprend qu'il est dans un truc. Alors que le jeune qui n'a jamais vu autre chose, il ne comprend pas qu'il est dans cette boîte. D'accord. Nous, par exemple, on observe la réalité à travers la dimension du temps. Il y a les 3 dimensions plus la dimension du temps. Mais concrètement, la dimension temporelle ne peut vraiment exister d'un point de vue concret. C'est purement une construction mentale parce que avant le Big Bang, il y avait quoi? Donc l'univers devait bien tenir dans quelque chose, qui lui-même devait bien tenir dans quelque chose, etc. Donc si le temps est linéaire comme on le considère, il y a un moment donné, le truc a bien dû commencer à quelque part. Ce qui, évidemment, il y a quelque chose qui a toujours été là, et donc ce mot toujours et jamais. Tu vois, c'est un peu perché mon truc, mais tu vois ce que je veux dire. Donc le temps est une simple construction humaine parce qu'on n'a pas pu sortir du temps et observer le temps de la même manière que le poisson sort de l'eau. Et donc on n'a pas d'autre moyen de raisonner, d'accord? Tu vois? Alors voilà, un autre exemple très célèbre, c'est l'allégorie de la cave de Platon. Donc c'est un esclave. Si tu veux, très rapidement, c'est des esclaves qui sont enchaînés dans une cave et puis il y a un feu derrière et il y a des ombres qui sont projetées sur le mur. Ils sont enchaînés, ils peuvent pas tourner la tête et ils voient juste les ombres sur le mur. Donc comme ils ont vu que ça toute leur vie, ils pensent que c'est la réalité. Puis un jour, il y a un des esclaves qui se libère de ses chaînes, qui arrive à s'échapper, qui sort de la cave, qui arrive au soleil. Et là, il y a une magnifique contrée. Et le soleil l'éblouit, c'est magnifique. Et bientôt, ses yeux s'adaptent au soleil. Et il dit, c'est génial. Il redescend dans la cave pour avertir ses collègues, il dit, je vais vous attacher, vous allez voir dehors, c'est incroyable, vous êtes enchaînés. Et tous ses collègues voient en fait que le gars est un peu, il se tape un peu partout parce qu'il a ses yeux qui sont adaptés à la lumière et donc du coup il voit plus très bien dans la cave et les autres comme la cave pour eux c'est leur seule réalité, ils voient ce personne, non mais il s'est cramé les yeux, c'est trop dangereux, on va plutôt rester là dans ce qu'on connaît. Et pour celui qui est sorti, qui voit ceux qui veulent rester, ils pensent qu'ils sont fous. Et ceux qui sont attachés et qui voient le mec qui est sorti, ils pensent tous qu'il est fou. Seulement, il y a le principe de preuve sociale. Tous ceux qui sont encore attachés, ils vont rester dans leur zone de confort et ils vont pas faire confiance à ce mec-là parce qu'il a l'air d'avoir été endommagé parce que voilà, il est plus comme eux. Ils voient les choses différemment et donc c'est probablement un fou et donc ils vont discréditer tout ce qu'il a raconté. Voilà. Et donc ça illustre parfaitement justement cette incrédulité, cette difficulté à changer de paradigme. Parce que si tu veux, ton paradigme, ton système de croyance veut vraiment te conserver dans ta manière de voir les choses parce que tu ne vois pas. Toi, je veux dire, tu peux discuter avec un expert pendant 2 heures, il va t'expliquer comment il fait X, Y, Z, mais tu comprends pas que lui, il voit le monde d'une autre manière que toi. Et jusqu'à ce que tu puisses expérimenter ça. T'as sûrement déjà eu ce genre de déclic, tu dis, ah ouais, maintenant je comprends. Tu vois? Je comprends ce qu'il voulait dire par ça, parce que maintenant je vois comme lui il voit. D'accord? Je suis sorti de l'eau et j'ai pu observer le truc, et maintenant tout ce qu'il dit, ça fait sens. Parce que ce qu'il me disait avant, ça me paraissait évident. C'est genre, moi, il y a des conseils du style la loi de Pareto, applique la loi de Pareto, clarifie, tu vois, le principe de clarté, j'y reviendrai dans un moment. Et donc, il y a une petite citation, peut-être, par rapport au paradigme que j'aime beaucoup de Ralph Waldo Emerson qui nous dit « L'esprit, une fois étiré par une nouvelle idée, ne revient jamais à ses dimensions
original. Donc nous, c'est ça qu'on cherche, c'est cette nouvelle idée, cette nouvelle manière de concevoir le monde. Et donc je te disais au début de l'article, au début du podcast, que ta méthode de lecture te rendait stupide. Donc là, moi, je suis le vieux poisson, je suis celui qui est sorti de la cave et je suis en train de te montrer que tu vois, ce paradigme, j'ai ce petit framework de dire il y a des conseils pratiques et il y a des conseils paradigmes et qu'il faut bien essayer d'identifier les deux. Donc là, je suis en train de t'amener à cette nouvelle vision des choses. Tu vois, un livre va t'aider à augmenter, à changer tes paradigmes, et c'est ça surtout qui est important. Et ensuite, tu peux sélectionner les méthodes que tu veux. Ça, c'est rapide, c'est facile. Je veux dire, dès que tu as les bons paradigmes, tu regardes, t'as vu ceux qui font du cash, dire ok, ils ont pas l'expertise dans tel milieu, ils ont l'air d'avoir aucune ressource, ils se retrouvent en 2-3 mois à mobiliser tout ce qu'il faut et ils pètent sur le marché parce que les mecs, bon, ils ont certaines compétences, mais ils savent surtout où aller chercher les ressources et comment mettre ça en place et produire quelque chose de valeur parce qu'ils voient le monde complètement différemment. Tu vois, je veux dire, exemple, le paradigme, tu dis ok, je veux gagner ma vie avec du coaching en ligne. Mais je suis pas un expert de coaching, comment je peux pas, je dois me former et tout. Si tu penses en tant qu'entrepreneur, c'est un autre paradigme. Je dis moi, l'entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui met en place un système qui peut se passer de lui. Donc, je peux très bien trouver des experts, et puis je peux ensuite trouver des clients et faire matcher les deux, dire voilà, avec ces experts, je synthétise un programme, parce qu'en les mettant ensemble, on crée, tu vois, 1 + 1 = 11 dans la nature, principe d'émergence, et ensuite, de l'autre côté, je mets en forme la proposition et je fais rentrer des clients dans le système. Et donc, du coup, moi, j'ai pas besoin de prétendre quoi que ce soit, je suis juste là pour assembler le puzzle. Tu vois, les entrepreneurs de très haut niveau pensent comme ça. Et donc ils voient une machine et ils mettent en place les pièces. Et ils n'ont pas besoin de prétendre parce d'accord, ils ont déjà les experts. Tu vas me dire oui, mais pourquoi j'ai pas les moyens de payer un expert? Encore une fois, il y a des moyens de faire qui te permettent de ne pas avoir l'argent avant d'avoir mis en place le système. Parce que dès que tu as mis en place le truc, tu vois l'opportunité, tu arrives à convaincre tout le monde de rejoindre le truc, tu testes, tac, tu itères et bientôt tu génères de l'argent parce que tu peux dire aux clients et j'ai un groupe d'experts pour faire X et tu vas dire aux experts je sais comment vous amener des clients et donc vous c'est quoi la valeur que je vous apporte? Bah ça va être des clients et vous pouvez vous concentrer sur votre expertise, vous n'avez pas besoin de vous emmerder avec le marketing. Donc tout le monde est gagnant. Et toi tu te retrouves au milieu à mettre en place un système. Après tu te dirais mais j'y connais rien en marketing. Ok, ben peut-être qu'on peut aussi convaincre quelqu'un qui va t'aider à faire la vente. Voilà. Et évidemment ça demande des compétences, hein, on est d'accord. Mais c'est une manière de tu vois, tu peux très bien lancer un business sans vendre une expertise que tu n'as pas, sans être pour autant imposteur. Donc c'est juste un autre paradigme. Tu vois, donc si tu y crois pas à cette idée, tu dis peut-être moi je peux pas faire ça parce que X raison, blablabla, ou ça me semble pas possible. Hein. Je peux te donner toutes les méthodes que tu veux pour faire ça, qui peuvent être genre ultra faciles. Tu vas pas le faire. Et je vois très souvent ce genre de cas de figure où tu vois, par exemple, on s'agglutine tous en tant qu'infopreneurs à servir les mêmes clients de la même manière parce qu'on a des paradigmes similaires, alors qu'il y a des boulevards disponibles de business à faire que très peu de monde finalement emprunte, qui ont l'air, qui peut-être c'est pas sexy, ou d'autres parce que la perception qu'on a de ces autres choses, soit on les voit pas, on n'en a pas conscience, soit on les voit et on pense que c'est de la merde, qui sont en fait juste fantastiques, tu vois. Et t'as certaines personnes qui font un fric de malade et qui sont moins qualifiées que toi simplement parce qu'ils sont dans un autre paradigme, dans un autre environnement, et ça marche pour eux. Voilà. Donc, bref. Voilà l'idée centrale que je vais te partager le principe et puis ensuite je te donnerai la méthode parce que une fois que tu commences à comprendre cette idée des paradigmes, tu vas me dire bon bah voilà, je suis d'accord avec toi, maintenant il faut que je puisse l'appliquer. Donc la tactique n'est pas non plus inutile, la méthode est importante. Avant, principe, donc ne lis pas pour trouver des idées, mais pour les détruire. Donc quand tu cherches, en fait ce que tu cherches à faire finalement, c'est de détruire tes propres paradigmes. C'est de chercher tu vas voir, c'est de chercher ce qui est en contradiction avec ta vision actuelle. C'est le seul moyen. En tout cas, c'est le moyen le plus rapide. Ouais, petite citation de notre ami Charlie Munger, d'accord? Donc, deux choses qu'il a dit là-dessus. Donc, l'un des grands tours de la vie est de détruire ses propres idées les plus chères. Ça, c'est difficile, hein, parce que tu sais, on peut tomber amoureux de nos idées. Une idée de business, un truc genre, ouais, ça c'est génial. Mais en fait, ça marche pas. Ou alors une idée, tu étais convaincu, tu sais, tu vois en commentaire sur les réseaux sociaux, souvent c'est le mec, il arrive, il assène une vérité, du style, le monde est comme ça. T'en es sûr, mec? D'où tu tiens ça? Et ces convictions, tu regardes que souvent, plus les gens ont l'air convaincus, surtout en business, plus tu sais que c'est des amateurs.
Quelqu'un qui t'assène des vérités, le monde est comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais que le mec, il a pas encore vécu assez d'échecs pour se rendre compte que de tout le bullshit qu'il a en lui. Et moi, je fais de la suppression de bullshit. J'essaie vraiment maintenant de faire ça. Donc, d'ailleurs, j'y viens. Je continue la citation de Munger, d'accord, détruire ses propres idées. C'est à cela que je me suis attelé. De temps en temps, je passe en revue mes idées les plus chères pour voir si je peux en éliminer une. Il a aussi dit: il n'y a aucun doute sur le fait que la principale contribution à Berkshire Hathaway, donc son business, a été l'élimination de notre ignorance. J'aime beaucoup cette idée d'éliminer son ignorance. D'accord? Parce qu'on n'est pas sur l'acquisition de connaissances, qui est du plus, on est sur l'élimination de son ignorance, qui est du moins. Et comme je disais tout à l'heure, ton ego, il veut protéger ton système de croyance. D'accord? Donc il va discréditer chaque idée contradictoire avec une excuse du genre c'est faux, c'est inutile, je le sais déjà, ça me concerne pas, ça marchera pas, j'en suis pas capable. D'accord? Donc tous ceux qui d'ailleurs ont arrêté d'écouter le podcast à cette étape-là, c'est qu'ils se sont donné une de ces excuses. Ils ont pas cru à ce que je disais, ils ont pensé qu'ils le savaient déjà, ou que c'était inutile, ou que ça les concernait pas. Et je sais pertinemment que s'ils n'ont pas implémenté ça, et que probablement ils l'ont pas fait, bah ils ont juste discrédité une idée qu'ils ne voyaient pas. Donc toi, si tu es encore là, c'est que probablement tu te dis, ok, il y a quelque chose à creuser, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de changer ça, donc j'ai au moins envie d'expérimenter ce que Damien a à me dire. Après, libre à toi de te faire ta propre idée, mais si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, vraiment, je t'encourage à explorer ça pendant 30, 60 jours et revenir me dire ce que ça a changé pour toi. Donc, je sais que l'impact sera énorme. Donc, tu as déjà probablement entendu parler du biais de confirmation, d'accord? C'est à cause de lui que tu continues à ignorer l'eau, en fait. Genre, le monde est comme ça, j'en suis sûr, et celui qui essaie de me prouver le contraire, c'est un con, je vais lui expliquer qu'il a tort. Ta gueule, j'ai raison. Tu vois, genre, biais de confirmation. On prend les informations qui amplifient nos croyances et on discrédite le reste. D'accord? Encore une fois, tu reprends les woke, essaie de leur expliquer que les blancs sont pas racistes forcément. Ça va être compliqué. Donc, tant que tu continues à empiler tactique sur tactique, tant que si tu vois que tu vois le monde d'une certaine manière, tu vas vouloir aller dans cette direction et donc aller chercher des solutions dans cette direction-là. Alors que probablement c'est un changement de paradigme. Je veux dire par exemple tout bête, prix, pricer plus cher. C'est pas toujours ce qu'il faut faire, mais très souvent c'est ce qu'il faut faire dans l'infobusiness. Et les gens n'osent pas pricer plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce qu'ils ont un paradigme sur l'argent, sur le monde, sur la manière de fonctionner des choses, qui fait qu'ils n'osent pas. C'est pas tellement qu'ils ne savent pas le faire, parce que monter le prix, basiquement, c'est pas de la rocket science. C'est-à-dire, tu rajoutes 100, 200, 500, 1000 euros, et puis tu continues à faire ce que tu faisais avant, tu regardes si ça marche ou pas. Et voilà, tu vois, on peut éventuellement faire un petit sondage d'une certaine manière, on peut trouver quelques frameworks pour tester du pricing, mais je veux dire, un babouin attardé saurait le faire, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est qu'il y a une composante émotionnelle derrière, cette composante émotionnelle, elle est émergente de ton paradigme, de ta vision des choses, t'as des paradigmes sur toi-même, tu vois. Et c'est un truc que je pète souvent avec mes clients, c'est genre le syndrome de l'imposteur. Comment tu pètes le syndrome de l'imposteur? C'est une balance entre valeur et voleur. Tu vois, j'appelle ça valeur-voleur. Et donc, quand j'arrive et que je te propose quelque chose, si par exemple je veux te vendre un service, toi tu veux me vendre un service, mais donc tu as le syndrome de l'imposteur, tu veux me vendre un service, tu as l'impression que tu vas me demander plus que ce que tu vas m'apporter. Parce que comme tu n'as pas beaucoup de valeur en tant qu'humain, comment tu pourrais produire de la valeur pour moi? T'as pas de preuves ou t'as pas de voilà. Donc, comment je pourrais produire de la valeur pour lui? Par contre, je vais lui demander de l'argent en échange. L'argent, c'est important, tu vois. Et moi, j'ai rien d'important à donner, donc je vais le voler. En fait, j'aurais plus l'impression de le voler que de porter de la valeur. Et je flippe le truc en mode, ok, on va faire en sorte que si tu n'apportes rien, ça te coûte zéro. Ça lui coûte zéro. Donc déjà, rien que le fait de mettre une garantie, la garantie, elle est aussi bien pour supprimer le syndrome d'imposteur. Tu inverses cette balance. D'accord? Par contre, si tu lui apportes de la valeur et qu'il est content, il va te payer. Et tout le monde est content dans tous les cas. Tu vois? Ou alors, tu fournis simplement le service gratuitement. Ça permet de péter le truc. Après, on va aussi faire autre chose. On va passer du temps à travailler sur ton offre, sur ton produit. On va mettre en place, tu vois, on va se le vendre à nous-mêmes. Genre, plus tu investis de temps sur une chose, plus tu vas le percevoir comme quelque chose de valeur. Et donc, je vois souvent mes clients, je travaille moins avec des gens plus débutants, mais à l'époque,
Donc tu vois, le client il ose pas vendre son truc à 500 balles, on passe 1 mois, 2 mois, 3 mois dessus à travailler sur son offre, et à la fin il me dit ça me fait chier de le vendre 500 balles, ce machin, j'ai envie de le vendre 1000, 2000, 3000. Je dis ben voilà, tu vois. Et donc voilà, bref, changement de paradigme. C'est pas tant qu'il savait pas le faire, c'est juste qu'il le sentait pas, que c'était pas le bon moment, qu'il était pas prêt, que blablabla, insère le bullshit que tu veux ici. On a tous des bullshit. Mais donc du coup c'est ce changement, ça c'est typiquement un changement de paradigme. Ok, donc j'espère que tu vois maintenant pourquoi les contenus auto, les contenus pratiques sont de faible valeur à mes yeux. Parce qu'une fois que tu as le bon paradigme, c'est ton comportement qui change. Et ensuite, regarde, tu ouvres YouTube, il y a tous les conseils tactiques que tu veux sur YouTube. Tu dis, ok, je veux faire ça de cette manière-là, je suis convaincu que c'est possible, ok, je vais aller chercher un framework, une checklist, n'importe quoi, une formation, et en l'espace d'une après-midi, j'ai les informations pour commencer. Ok. Je veux dire, tu peux, d'ici 30, 60, 90 jours, gagner 10 000 balles par mois, si ce n'est pas encore le cas. Tu peux. Si tu l'as pas encore fait, c'est simplement parce que ton paradigme actuel sur le business est pété. Il est erroné, il est faux, il y a un problème, il bug. Et c'est là où les gens comme moi sont utiles, parce que moi j'arrive et je regarde tes paradigmes, je dis, c'est ça ton bug dans la matrice, il est là ton truc qui emmerde. Tu vois, donc du coup, je te fais vivre une nouvelle expérience, je te fais sortir de l'eau, et là tu dis, ah ouais, putain. Et d'un coup, le comportement change. Alors que la plupart des coachs, qu'est-ce qu'ils font? Ils forcent la tactique. Ils disent, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et toi, t'es là, non, 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 non. Alors, c'est bien dans l'optique où tu veux justement lui faire vivre l'expérience, mais moi, je cherche pas forcément, dans un premier temps, à faire en sorte qu'il l'applique pour avoir les résultats. Moi, ce que je cherche à faire, c'est qu'il l'applique pour avoir une transformation. C'est qu'il a un quick win, c'est qu'il a un déclic. Ah ouais, en fait, c'est possible, tu vois. Ah ouais, en fait, c'est comme ça que ça marche. Tu prends un truc que le mec pense vrai, tu lui fais expérimenter l'opposé, et à ce moment-là, il y a un résultat auquel il s'attendait pas qui se produit, et il se dit, putain, c'est quoi cette merde? D'accord? C'est comme si tout d'un coup, voilà, je prends un exemple qui est pas vrai, faut pas essayer à la maison, d'accord? J'ouvre la fenêtre, je suis au 40e étage, je saute. Je dis, putain, le mec, il s'est suicidé. Et non, tu me vois m'envoler comme ça avec les oiseaux. Alors, malheureusement, je ne sais pas le faire, mais mettons, d'un moment donné, tu te dis, attends, là, il y a un truc que je comprends pas. Tu vois, c'est ce que font les magiciens. D'un coup, ils te font lever une voiture, ils passent à travers la muraille de Chine, et tu te dis, tu vois, t'as ton cerveau qui passe en mode, qui fait un tour sur lui-même, en mode, il y a un truc que je comprends pas, là, il a défié les lois de la réalité telles que je les interprète, telles que je les comprends. Et donc, j'ai envie de savoir. Tu vois, tu crées un gap, un mystère. Et donc, du coup, tu vois, les gens qui gagnent beaucoup d'argent sont un peu des magiciens parce que justement, ils défient les lois de la réalité telles que tu les comprends. D'accord? C'est plus qu'une question de tactique, parce que les tactiques, elles changent tout le temps. C'est une question de perception sur le mode de fonctionnement du monde. Et là, je vais te faire un petit retournement de cerveau, j'espère. Qui est-ce qui connaît le mieux le fonctionnement du monde? Ce sont les scientifiques. Or, c'est très limité encore, les scientifiques en sont conscients, mais pour autant, on a des modèles de base en mathématiques. D'accord, les mathématiques dans le business, c'est absolument indispensable, plus important que la psychologie encore. Physique, chimie, biologie, psychologie, économie. Et tu dis ça, si tu veux mettre à jour tes paradigmes et t'assurer que tes paradigmes sont le plus proches possible de la réalité. Commence par les bases, parce qu'après, quand t'as quelqu'un qui t'assène une vérité, un gourou qui t'assène une vérité, tu les compares à tes modèles en sciences, et tu dis non, attends, ça contredit la thermodynamique, ça contredit la gravité, ça contredit la tendance, machin. Ok, attends, ton truc, il contredit des bases scientifiques, donc déjà, je suis sceptique, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas tester, mais parce qu'il y a peut-être des choses que tu vois pas, mais déjà, t'as une base solide qui te permet de développer des plus gros paradigmes. Bon. C'est pas là où je veux en venir, mais la science est extrêmement importante en business. Donc, ensuite, du coup, si j'ai bien fait mon boulot, une question qui doit te brûler les lèvres, c'est comment on identifie des paradigmes qui sont pour l'instant invisibles à mes yeux? Comment je fais pour voir ce que je vois pas? D'accord? Parce que tu vois, t'es un aventurier qui cherche un trésor. Ce trésor, c'est un nouveau paradigme. Parce que dès que tu as le déclic, dès que tu sors de l'eau, dès que tu sors de la cave et que tu vois les choses d'une nouvelle manière, eh ben, ça provoque un saut de palier. Tu as déjà vu les résultats, ils évoluent en palier. T'es coincé à un palier, à un moment, donc il y a un déclic, tu sautes au palier suivant, t'es nouveau coincé,
jusqu'au prochain déclic, d'accord? Et ce que tu veux, c'est accélérer ces sauts d'un palier à l'autre. Et comment tu fais ça? Ben justement, en identifiant ce que tu vois pas. Donc, comment tu fais pour identifier ce que tu vois pas? Au passage, je te donne un petit exemple en direct de la puissance des paradigmes. Tu vois, cette méthode que je vais te donner, si je te l'avais donnée au début, tu aurais dit, ok, voilà ma méthode pour lire, tu serais beaucoup moins intéressé par la recevoir que maintenant. Parce que j'ai implémenté dans ton cerveau ce paradigme des paradigmes. C'est un petit peu méta, mais donc du coup tu comprends, ouais, saut de palier, machin, ça me parle bien, changement de croyance, il y a une autre manière de consommer du contenu. Je t'ai amené à ce moment-là pour que tu puisses recevoir la méthode que je vais te donner, que tu comprennes la valeur de cette méthode-là. Et pour moi, la grosse valeur du contenu, elle a déjà été délivrée dans le paradigme. Parce qu'une fois que tu as compris ça, tu vas tout faire. Si vraiment tu intègres émotionnellement cette idée-là, tu dis, ok, si je deviens un pro à changer mes paradigmes, enfin ma vie dans 3 ans, c'est le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, je connais rien de plus rapide pour accélérer un changement. On l'a vu, les leviers dans un système, transcender les paradigmes, enfin c'est des super pouvoirs de l'apprentissage, c'est les super pouvoirs de la transformation. D'accord? Si tu regardes, tant que tu as tes résultats qui bloquent, c'est que tu es bloqué dans un mauvais paradigme. Donc, si tu sais comment changer un paradigme, bah, tu comprends qu'il n'y a pas grand-chose de plus important dans ta vie à intégrer comme méthode d'apprentissage. D'accord? Donc, nous y voici. La méthode. Donc, tu veux identifier les croyances, les idées qui contredisent ta réalité. D'accord? Donc, il y a 2 approches que j'aime, qui sont très très simples. Je veux dire, le truc est vraiment très simple et heureusement. On aime la simplicité. Donc la première chose, c'est quand tu lis, c'est de chercher les idées qui te dérangent. Parce qu'il y a des idées, tu es d'accord avec, puis des idées, tu n'es pas d'accord. Biais de confirmation. Et c'est les idées qui te dérangent qui sont importantes. Si par exemple je te dis le bien et le mal, ça n'existe pas. La moralité, c'est une construction mentale, c'est subjectif, c'est inapplicable. Tuer une personne, ça n'a rien d'immoral. Il a osé dire ça. Donc tu vas probablement résister à cette idée. D'accord? Tu vas te dire, Damien, c'est un psychopathe. Le mec, il est en train de prôner le crime. Enfin, c'est quand même n'importe quoi. Donc tu vas forcément discréditer mes propos, cadre moral, c'est pas possible, c'est pas bien, nanana. T'es dans ton conditionnement humain en fait. Genre tout le monde dit que c'est mal de tuer. Mais si t'étais dans un monde dangereux, des Vikings par exemple, qui arrachent leur crâne, leurs ennemis, j'en sais rien, mais mettons, un prédateur, tu vois, ils arrachent les crânes et tu ramènes les crânes à la maison et tout le monde est content que t'as ramené 10 crânes de victimes à la maison, tu verrais ça comme une belle chose, d'accord? Comme un signe de force de ta tribu. Donc t'as un cadre autour. Okay. Alors évidemment, je cautionne pas les meurtres, mais c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. T'es dans un paradigme aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, à l'époque, Socrate, l'esclavagisme, c'était pas une mauvaise chose. Alors lui, dans sa réflexion, pour lui, ok, tu vois. Tu regardes ça aujourd'hui, c'est absolument insensé qu'on considère une personne d'une autre couleur comme un inférieur à notre espèce, blanc, tu vois. Ok. Bon, la plupart des esclaves, l'esclavagisme, c'est fait des noirs aux noirs, mais bon. J'ai pas envie de rentrer dans un débat là-dedans. Je suis pas un expert historien, quoi que ce soit, donc je risque de dire des conneries. Mais, en gros, c'est juste pour te donner les paradigmes, d'accord? Encore une fois, je suis contre l'esclavagisme, je suis contre les meurtres dans mes croyances personnelles et j'ai pas envie de changer ça parce que je trouve ça ignoble et j'ai pas envie qu'on m'inflige ce truc-là. Mais bref, c'est juste pour te sortir, pour te montrer en fait des exemples de paradigmes et ce que ça provoque en fait. Par contre, je ne crois pas au paradigme de la moralité, parce que c'est absolument inapplicable, c'est compliqué, chacun a sa vision de la morale qui est différente. Moi, je crois au paradigme de la survie. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais en gros, c'est est-ce que ce que je fais, ça augmente ou diminue mes chances de survie? Et tu regardes que c'est un paradigme qui est relativement efficace, parce que si je me dis qu'embrûler une banque ou tuer des gens, est-ce que ça augmente ou diminue mes chances de survie? Ben, ça les diminue dans mon contexte. Si je commence à tuer quelqu'un, peut-être je tue l'enfant de quelqu'un, il y a peut-être le père qui voudra ma mort. Si je cambrule une banque, je risque de finir en prison. Donc si je finis en prison, je diminue mes chances de survie. D'accord? Donc il faut penser aux chances de survie sur le long terme. Donc si je veux survivre, je veux que mon espèce elle survive. Donc je veux faire le bien à un niveau global, parce que ce qui fonctionne à un niveau global fonctionne à un niveau local. Par contre, des fois, à un niveau global, ce qui est bon pour le niveau global, il va être mauvais pour le local. Par exemple, pour que le corps survive, il faut qu'il détruise certaines cellules. S'il se trouve que cette cellule c'est toi, ça va te casser un peu les couilles, donc tu vas tout faire pour survivre. D'accord? Si t'es une cellule cancéreuse, putain, tu vois.
La société veut détruire le wokisme, mais si toi t'es woke, eh ben, tu vas tout faire pour survivre. Donc, forcément, selon ton paradigme de survie, tu fais tout ce qu'il faut pour survivre. Voilà. Mais je vais pas rentrer là-dedans, je suis pas un expert en philosophie, quoi que ce soit, mais c'est un paradigme, je trouve, qui est plus efficace que celui de la morale. Deuxième, donc ça c'est la première manière, donc chercher les idées qui te dérangent, tu vois, dès que tu sens un truc qui te frustre, qui t'énerve, qui est pas juste, non ça c'est pas bien, non ça c'est, je suis pas d'accord avec ça, ceux qui pensent ça c'est des enfoirés, il y a une immense opportunité de changer un paradigme. Parce que le truc c'est que souvent un paradigme c'est juste une résistance émotionnelle à autre chose, tu vois, je veux dire, on te dit en business il faut suivre ton intuition, mais ton intuition elle découle de ton paradigme existant. Et pour changer de résultat, il faut changer de paradigme. Et donc, du coup, généralement, ce qui fonctionne, c'est ce qui est contre-intuitif. Parce que ce qui est contre-intuitif aujourd'hui devient ton intuition de demain. Ok. Donc, chercher les idées qui te dérangent, explorer, mettre de côté tes a priori et explorer. Tu vois, si je te dis que tuer, ça n'a rien d'immoral, avant de dire putain, Damien, c'est un psychopathe, écoute ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a des gens, tu vois, tu prends Nietzsche qui va te parler en philosophie, beaucoup vont dire, ouais, le mec était complètement détesté l'humanité et tout. Non, c'est pas vrai. Ouais, mais Hitler, il a utilisé ses écrits. Ça veut rien dire. Tu vois, tout ça c'est juste un narratif parce que tu es convaincu que Nietzsche, peut-être, alors peut-être tu adores Nietzsche, je sais pas, qui avait une vision des choses, mais en fait, Nietzsche, c'était un amoureux de la nature, c'était un amoureux de la vie, mais qui célébrait chaque partie de la vie, autant la violence que l'amour. Parce que tout ce qui existe est, tout simplement, fait partie d'un équilibre, d'un écosystème, et que la construction, la création et la destruction sont les deux parties du système qui créent un équilibre, en fait, et qui sont nécessaires. Qui peuvent à un niveau humain être horribles, tu vois, mais à un niveau global être bénéfiques. Ok. Donc à un moment donné, dans ce monde, ma mort sera bénéfique pour l'ensemble. Ok. Sinon, il y aurait trop de monde sur cette planète, on aurait des problèmes de ressources. Bon, après, c'est discutable en fonction de comment gérer les ressources et si on commence à coloniser d'autres planètes. Mais bon, encore une fois, je suis pas un expert là-dedans, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat. Donc, première chose, c'est chercher les idées qui te dérangent. Vraiment, tu lis, tu vois, si moi je lis un truc qui confirme ce que je pense déjà, c'est une connaissance incrémentale, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui contredit ce que je pense. Et en fait, c'est surtout des contradictions profondes. C'est pas des contradictions superficielles. Plus ça me dérange, plus l'idée m'intéresse. Quand j'ai quelqu'un qui me dit un truc qui vraiment m'énerve, j'essaie de respirer et j'écoute. Parce que si ça m'énerve, c'est qu'il y a une réaction à cette idée, et que, quand il y a de l'émotion, forcément il y a des biais qui sont plus forts, et forcément ça veut dire qu'il y a un risque que je me plante, qui est relativement élevé. Et donc même si, ça ne veut pas dire que je vais donner raison à l'autre, par contre je vais écouter ce qu'il a à dire, pour venir intégrer ça à mon système de croyance et dire, et si il avait peut-être en partie raison. S'il y a un truc que moi-même je refusais d'accepter pour X autres principes à la con, qui fait que ça me limite considérablement dans ma vie parce que justement je suis énervé contre ce truc et je fais tout pour m'en éloigner alors que je devrais peut-être pas. Et donc je cherche à écouter ce qui me dérange. Et ça, c'est émotionnellement difficile. Intellectuellement, c'est facile à comprendre. Émotionnellement, à faire, c'est difficile parce que dès que quelqu'un te dit un truc qui t'énerve, t'as envie de lui péter la gueule ou t'as envie de contredire. Non, t'es un con parce que j'ai raison. Non. Et justement faire cet effort d'écouter, déjà ça va le détendre en face, parce qu'il voit que tu essaies de comprendre ce qu'il dit, mais surtout toi, ça va t'apprendre des choses. D'accord ? Ça sert à rien des trucs qui te passionnent déjà, qui t'es déjà d'accord. Parce que, regarde, si tu prends les réseaux sociaux, comment ça fonctionne ? Ce qu'on appelle la bulle de filtre sur les réseaux sociaux. Par exemple, Google, YouTube, inclus avec tous les réseaux, le flux d'actualité, qu'est-ce que c'est ? Finalement, il y a l'algorithme, il se dit, ok, Jean-Michel, qui est sur ma plateforme, il a regardé une vidéo sur la Terre plate. Bon, alors peut-être que c'est un platiste, il a l'air d'aimer les vidéos sur la Terre plate, donc je vais lui donner plus de vidéos sur la Terre plate. Et bientôt, il y a quasiment que des suggestions sur la Terre plate. T'as qu'à regarder les suggestions de vidéos que tu as sur YouTube, et ça te donnera une idée du type de vidéo que tu regardes. L'algorithme est relativement bon pour identifier ça. Et donc, il va faire quoi ? Ils vont te donner des contenus qui confirment ce que tu penses déjà. Donc, c'est pour ça que les flux d'actualité, c'est de la merde, parce que ça fait l'exact opposé de ce que tu veux pour apprendre. Tu vas cliquer sur les trucs qui te parlent, qui t'inspirent. Et dès que tu tombes sur un contenu qui contredit ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais ? Tu te barres. Le principe même du marketing, c'est de surtout pas contredire le client. Putain, dis-lui un truc avec lequel il n'est pas d'accord, il se casse. À un niveau fondamental, j'entends. Tu vois, donc on contredit pas les croyances, on construit par-dessus les croyances existantes. Malheureusement,
C'est tout l'opposé qu'il faut faire quand tu veux apprendre. Alors, voilà. Donc ça, c'est la première partie, chercher les idées qui te dérangent. Deuxième approche, qu'il faut faire en parallèle, selon moi, c'est chercher les idées banales qui semblent importantes pour l'auteur. Parce que toutes les idées ne vont pas provoquer une réaction en toi. D'ailleurs, la plupart des idées vont plutôt être indifférentes, genre neutres, genre ça, c'est pas important. Le mec, il prend trois chapitres pour expliquer ce truc, j'en vois pas l'utilité. Genre, regarde, si t'achètes un bouquin sur le copywriting, et que sur 12 chapitres, il y a 5 chapitres qui te parlent de clarté, non mais c'est bon, la clarté, moi je maîtrise, moi je veux les techniques, je veux les mécanismes uniques, je veux savoir rédiger des promesses, des titres, machin, je veux des templates de titres, de structure, allez, m'emmerde pas, donne-moi de la structure, donne-moi du template. Ça c'est un paradigme tactique versus paradigme, justement. Et c'est ce qui t'empêchera d'être bon copywriter si tu penses comme ça. Donc le mec qui te donne, c'est un génie du copywriting qui insiste dans son bouquin sur la clarté, ça veut dire qu'il sait mieux que toi, parce qu'il voit quelque chose que tu vois pas, parce qu'il a des dizaines d'années d'expérience. Donc il dit, ok, les gens qui vont lire mon bouquin, ils n'ont fucking aucune idée de ce que c'est que d'être clair en communication. Donc je leur donnais un putain de framework, un putain de moyen d'être beaucoup plus clair. Parce que la clarté, et ça je te le dis et j'y crois vraiment, est plus important que la différenciation. La plupart des entrepreneurs n'ont pas un problème de différenciation, ils ont un problème de clarté dans leur message. Ce qui fait qu'ils sont ignorés. Ils disent, on m'ignore parce que je suis comme tout le monde, donc du coup j'essaie d'être plus différent. Et quand tu crées plus de différenciation, tu crées plus de confusion. Si c'est un truc que les autres n'ont jamais vu, c'est d'autant plus difficile pour eux de connecter. Ils disent, tu vois, ils ont 3 secondes pour essayer de comprendre ce que c'est. Donc si c'est difficile d'être clair, c'est très difficile d'être clair et différent. Parce que si c'est clair, mais que t'es comme les autres, au moins ils comprennent ta valeur. Tu vois, genre, je suis copywriter freelance. Ok, bon, t'es une commodité, mais c'est facile à comprendre. En gros, ok, tu rédiges des textes pour vendre. Bon, ok. Maintenant, si tu te différencies, tu te dis, je suis un copy marabout de l'espace, tu vois. C'est quoi vraiment, je suis sorti le truc au hasard, tu t'en doutes. C'est quoi ce truc? Est-ce que ça m'intéresse vraiment de savoir ce que c'est, ce truc? Non, moi je veux un copywriter, je veux pas un mec qui lance des sorts, tu vois. Donc bon, ça m'intéresse pas. Donc on a plus un problème de clarté dans nos messages que de différenciation. Et t'as vraiment un combo de choc quand t'es à la fois clair et différent. Et c'est ça tout l'art du marketing. Et crédible aussi. Ça c'est un troisième point aussi. J'ai longtemps sous-estimé les preuves. Genre il suffit pas de promettre un truc, il faut le démontrer derrière. Et les gens sont beaucoup plus sceptiques que ce qu'on pense. Donc tu vois, il y a cette notion dont, ok, j'ai compris l'idée. C'est bon, je peux pas. Je te dis Pareto, si tu fais un contenu sur la loi de Pareto, personne s'intéressera à personne. Pourtant, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui a vraiment intégré Pareto. D'accord? Qui a compris Pareto. Il y a tellement de niveaux de subtilité dans Pareto, mais les gens sont pas intéressés, ils ont déjà vu ça, c'est bon, on passe à autre chose. Ils sous-estiment l'idée. D'accord? Et c'est ce qui fait que ils sont pas dans le bon paradigme. Tu vois, ils voient pas. Je veux dire, basiquement, quelqu'un qui gagne plus d'argent, c'est quelqu'un qui fait des tâches qui rapportent plus. Dire, c'est évident. Non, c'est ultra profond comme idée. C'est quelqu'un qui comprend le principe des leviers. De quelles tâches à 10 euros, des tâches à 100 euros, des tâches à 1000 euros, des tâches à 10 000 euros. Je regarde mon calendrier, toutes les semaines, j'optimise, je vire des tâches à 10 euros. Je délègue. Toi, rien que le fait que tu dis, ok, si je veux gagner 200 euros par mois, je gagne je gagne 200 euros par heure. Ok. En moyenne, donc, je sais pas, je fais 10 000 euros, je peux faire des calculs en live, mais 10 000 euros divisé par 40, 10 fois 4, en parenthèse, ça fait 60 balles de l'heure à peu près. Donc je gagne 60 balles de l'heure. Est-ce que je peux engager quelqu'un pour moins que 60 balles de l'heure? Parce que tu vois, c'est-à-dire que là, basiquement, je fais des tâches qui en moyenne sont à 60 balles de l'heure. Si je bosse 40 heures par semaine et que je fais 10 000 balles par mois, c'est que ce que je fais a relativement peu de valeur. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux pas engager quelqu'un, peut-être qui pour moins de 60 balles peut faire une partie de mon travail, genre tout ce qui est administratif et tout. Si je peux payer quelqu'un 30 balles de l'heure, basiquement, je me libère du temps, ce qui fait que je peux me concentrer sur des tâches à 100 balles, 200 balles, 300 balles. Cette mentalité, il y a très peu de gens qui l'ont. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ce qu'on appelle scaler, c'est ça finalement. C'est réussir à dégager des tâches moins importantes, à simplifier le truc pour pouvoir faire des choses qui ont plus de valeur. Et c'est difficile. Mais cette idée-là, elle te semble banale. Tu te dis, ok, je l'ai entendu, c'est bon, maintenant je passe à autre chose. Et donc, tu as ces quelques bonnes idées qui se noient dans tout l'océan de merde environnant. Et parce que c'est souvent les idées les plus simples, comme la clarté ou Pareto, on croit qu'on les connaît, on croit qu'on les comprend, et on va se diriger vers des choses plus complexes. Et pour savoir si tu es en train de filtrer les bonnes idées ou pas,
il y a un indicateur qui est très simple. Quel est ton niveau de confusion actuel? Si tu es complètement max et que tu sais pas où tu vas, et que bon, c'est normal un petit peu en tant qu'entrepreneur, forcément, parce qu'il y a de la complexité, mais si t'es confus, que tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu vois, tu tournes dans tous les sens, tu te disperses. C'est parce que tu t'intéresses à des idées trop complexes et que tu sous-estimes les idées simples. Donc, basiquement, tu n'appliques pas ce que je suis en train de te dire là. Là, je viens de te diagnostiquer un truc. Hein. On a tous un certain, c'est pas noir ou blanc, mais si t'es confus, que tu sais pas ce qu'il faut faire, t'as besoin de quoi? T'as besoin d'éliminer du bullshit. Comme chacun d'entre nous. Et qu'est-ce que tu fais pour éliminer du bullshit? Parce que j'ai dit au début de ce podcast, quel est le meilleur moyen d'acquérir un nouveau paradigme? C'est par le biais d'une autre autorité. Si c'est Alex Hormozy qui te dit ce que je te dis là, ça a beaucoup plus de poids parce qu'il est beaucoup plus connu, il est beaucoup plus crédible que n'importe qui d'entre nous en ce moment sur le web. Donc Alex Hormozy, si demain il te dit qu'en sniffant tes paix, ça double tes revenus, il y a des mecs qui vont se mettre à sniffer leur paix. Bon, je pense pas que ça arrivera, mais tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quoi le truc du coup à faire ici si t'es confus? Prends un appel avec moi ou avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui va t'aider à te virer du bullshit. Il va te dire, moi la première chose que je fais avec mes clients, c'est, ok, montre-moi ce que tu fais dans ta semaine. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Parce que si t'es occupé et que tu gagnes pas assez d'argent, c'est qu'à un moment donné, tu fais des choses qui sont pas alignées avec tes objectifs. Et qu'il faut virer ces choses-là. C'est des idées simples, très simples, mais on les sous-estime, on est absorbé par d'autres choses plus complexes, on est absorbé par de la tactique, par des trucs genre, t'as le mec qui réfléchit comment je peux faire une upsell. Attends, tu gagnes 3000 balles par mois, c'est pas, créer des upsells, c'est juste pas le moment, enfin, c'est débile. Seulement, t'as besoin de clarté et t'as besoin de simplicité, et donc t'as besoin de quelqu'un qui t'aide à voir les choses comme lui il les voit. T'as besoin de t'entourer de personnes qui ont déjà obtenu ce que tu veux obtenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres paradigmes. Et une fois que tu adoptes leur paradigme, les méthodes, elles suivent naturellement, les trucs, le reste s'aligne. D'accord? Voilà. Donc, chercher les idées qui te dérangent, chercher les idées banales qui semblent importantes pour l'auteur. C'est important, qui semblent importantes pour l'auteur. Parce que si c'est des idées banales qui ne semblent pas importantes non plus pour l'auteur, elles seront probablement pas importantes du tout. Voilà. Je terminerai sur peut-être une petite constatation. Tu noteras que tous mes contenus contiennent un changement de paradigme. Parce que plus tu provoques de déclics à ton audience, plus elle devient accro. D'accord ? Chaque fois que tu consommes un contenu, t'as envie de quoi ? T'as envie d'un déclic, t'as envie de voir les choses d'une autre manière. Il y a les déclics et les méthodes. D'accord ? Bam ! Donc là, t'as vu, il y a deux choses. Je vais donner les déclics, je vais donner les méthodes. Très simple, hein, rien de compliqué dans la méthode. L'un va avec l'autre. Parce que le déclic permet ensuite de montrer pourquoi la méthode elle est importante. Elle permet de valoriser. Et surtout, chaque fois que tu provoques un déclic dans ton audience, tu les rapproches de toi et tu les éloignes de la concurrence. Parce que, ah ouais, Damien, là, il m'a fait prendre conscience d'une manière d'apprendre. Donc, si maintenant, derrière, je te file une trentaine d'autres de déclics sur la manière d'apprendre quand on est coach ou consultant, et que j'ai un système d'apprentissage pour les consultants, spécifiquement, parce qu'il faut mettre en forme tes propriétés intellectuelles et compagnie. Ok, Damien, c'est vers lui que je vais aller parce qu'il lui m'a montré justement une nouvelle façon de voir les choses, et donc ce qu'il va me proposer, c'est ce qui sera exactement dans ce que j'ai envie de mettre en place maintenant, parce que c'est lui qui a mis en place le cadre. Donc forcément, la méthode qui va dans le cadre, c'est ce qui de mieux que Damien pour me l'enseigner. Donc en mettant un cadre, en créant les bons paradigmes, et ça c'est toujours, ça faut faire très attention, parce que tu peux créer des paradigmes de merde. La plupart des entrepreneurs te créent des paradigmes de merde. Ils vont te dire, les autres méthodes fonctionnent plus, parce que nanana, voilà pourquoi c'est ma méthode qui est la meilleure. Et donc ils te font un recadrage qui est malsain. Parce que derrière, ils ont un intérêt à faire ça. Ils ont intérêt parce qu'ils veulent te vendre leur truc. C'est du marketing, c'est comme ça. Faut pas les blâmer. C'est toi qu'il faut blâmer si tu te fais avoir. C'est de la mécanisation. D'accord ? Et si quand tu vois un formateur qui te dit le reste c'est de la merde, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui parce que c'est l'opportunité, tu sais que tu es dans un traquenard. Il y a 1 million de façons de faire du business qui fonctionnent. Il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les méthodes. Il n'y a rien de magique. Et au fond, tu le sais, c'est juste qu'à un moment donné, on se fait tout savoir, on se dit « Ah, ça a l'air bien son truc. C'est shiny, tu vois. » Le shiny, c'est quoi ? C'est ça, c'est... On a un système qui propose les avantages sans les inconvénients. Alors, il y a des business models qui sont plus intéressants que d'autres, qui dépendent aussi beaucoup de tes compétences et des ressources du moment, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce sont les déclics
qui permettent de magnétiser ton audience. Et moi, c'est vraiment la majorité de mon marketing est fondée sur cette seule idée. Donc, dès que quelqu'un est en contact avec un de mes contenus, mon objectif, si je me pose la question, c'est comment changer sa perception. Mais je le fais d'une manière éthique en me disant, qu'est-ce que je peux changer dans sa perception pour le rapprocher de la réalité, selon comment moi je comprends la réalité. Et donc du coup, tu vois, ce contenu-là même est un recadrage sur la manière d'apprendre. Si celui qui a compris ça, il comprend l'impact que ça peut avoir. C'est basiquement une accélération des pétages de palier. Quand tu bloques à un niveau, tu peux essayer de comprendre pourquoi tu bloques, tu fais un diagnostic, tu trouves des ressources, tu changes le paradigme et ton comportement change. Parce que dès que le comportement il a changé, dès que le paradigme a changé, le comportement change automatiquement. Si je te force juste la méthode, la tactique, le comportement il change pas. Ok. Voilà, donc j'ai une petite punchline pour cette approche marketing. Je dis optimise les déclics et non les clics, parce que tout le monde est concentré sur les conversions. C'est bien, les conversions, il faut les mesurer, mais c'est surtout les déclics qui comptent. C'est qu'est-ce que tu changes dans la tête de ton prospect. Ça, c'est difficile à mesurer. Par contre, simplement en partageant ta vision du monde qui est différente de celle du reste du marché, donc ça sous-entend développer des idées contraires, de développer une manière de voir le monde qui est différente de la moyenne. Et ça, c'est très difficile, mais c'est ce qui est requis par un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui croit en quelque chose que personne d'autre ne croit et qui a raison. C'est une idée contraire, plus une exécution, tu vois, c'est passer à l'action massivement sur une idée contraire qui est juste. Et le problème, c'est que 9 fois sur 10, la foule a raison. Tu sais, ça, en développement personnel, on dit si tout le monde pense ça, c'est que c'est faux. Non. Si tout le monde pense ça, en général, c'est la solution la plus sûre et la solution optimale. Mais de temps en temps, la foule se plante et personne l'a vu. C'est l'exemple de tous les élèves qui attendent devant la classe, la porte fermée, que le prof arrive, alors que le prof est déjà dans la classe et il y a un énième connard qui arrive et qui ouvre la porte. Et on se rend compte que le mec attend les élèves. Et donc les autres rentrent, tu vois. Mais c'est rare que ça se produise. C'est une fois sur 100 peut-être. Donc il y a des opportunités comme ça que personne n'a vu avant, que tu es capable de saisir, et c'est quand tu as cette capacité à saisir et aller plus vite que les autres pour créer quelque chose autour, que tu crées une fortune. Et donc, de toute ton existence, il te faut trouver une fois une idée comme celle-ci, développer ta fortune, et ensuite, à partir de là, tu sors de la masse et tu as d'autres avantages financiers, de statut et compagnie, de réseau, qui fait que tu pourras aller chercher des opportunités beaucoup plus grosses qui ont une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus élevée, qui fait que tu as beaucoup moins de concurrence et beaucoup plus de gains à la clé. C'est là que tu vois tout d'un coup le mec qui passer de 0 à 10 000 balles par mois, c'est le plus dur. Après, ça devient de plus en plus facile si tu comprends comment changer de paradigme, parce que tu as de moins en moins de compétition et de plus en plus de compétences. Après, il y a d'autres enjeux, d'autres problématiques, parce qu'à plus haut niveau, tu prends une mauvaise décision, tu perds aussi vite ce que tu as gagné. Tu vois. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Donc des décisions deviennent de plus en plus stressantes. Tu fais peut-être moins en moins. T'as peut-être plus de levier, ce qui fait que tu peux travailler moins. Par contre, chaque décision a beaucoup plus d'impact. Donc, tu as intérêt à faire moins d'erreurs que tes concurrents dans ta prise de décision. Donc, au début, c'est beaucoup de l'action et ensuite, c'est du jugement. Progressivement qui doit être développé. Bref. Donc, optimiser pour les déclics, paradigme, changement de comportement, je crois qu'on a un peu tout dit. Moi, je connais rien de plus puissant. Enfin, comme je l'ai dit, je base la majorité de mon marketing sur cette idée parce que, je le répète, je suis convaincu qu'il n'y a rien de plus puissant pour avoir un impact, pour transformer les comportements et pour générer des conversions. D'accord ? Voilà. Donc, ça t'a plu ? Tu peux partager ce podcast à qui tu penses ça pourrait l'aider. Moi, c'est grâce à ça que le podcast fonctionne. Si tu veux aussi t'inscrire sur mon site rien raté, damienp.com, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Moi, je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.